Ok, bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Alors, est-ce qu'on a du monde aujourd'hui pour ce webinaire? Salut Margot. Hello. Très bien. Alors, petit point avant de commencer. Est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que vous nous voyez bien? Et est-ce que vous voyez la présentation correctement? Oui, parfait. Nickel. Tout va bien. Nickel. Super. Super. Bon, bah, c'est top. On va pouvoir commencer. Et ben, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Et merci d'être présents pour cette nouvelle conférence du SEO Square. On va vous parler aujourd'hui d'EAT. Pour les nouveaux arrivants qui ne connaissent pas Livestorm, vous avez le chat à droite de votre écran et vous avez également l'onglet questions. On essaiera de répondre à un maximum de questions à la fin de cette conférence. Alors, je me présente rapidement, Charles Bouzreau. Je suis chef de projet SEO chez SMJ. J'ai le plaisir d'être accompagné de Mickaël aujourd'hui. Salut Mickaël. Salut Charles et bonjour à tous. J'espère que ça va vous plaire. Et moi aussi, du coup, je suis chef de projet SEO à SMJ. Voilà, alors petit rappel avant de commencer. Donc CMJ, on est une agence SEO, on est également une plateforme d'optimisation sémantique qui vous permet d'aller chercher de jolis gains de trafic sur vos contenus SEO. Et pendant toute la période du SEO Square, on vous rappelle encore qu'on a une offre exclusive en cours avec un essai gratuit de l'outil pendant 28 jours. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à jeter un œil à la fin de cette conférence. On va rester sur le terrain du contenu parce qu'on va parler d'EAT aujourd'hui. Donc, le but ici, c'est de vous présenter 10 étapes, 10 astuces pour améliorer votre profil EAT. Et peut-être avant de commencer, on va donner un peu de contexte, expliquer un peu le concept de l'EAT parce que tout le monde n'est pas forcément familier. Qu'est-ce que c'est que l'EAT? L'EAT, c'est un pendant du SEO qui repose sur 3 critères principaux. On a le critère expertise tout d'abord. Donc, l'expertise, c'est qui parle. Qui parle, qui est l'auteur de vos contenus. Est-ce qu'il s'agit d'un expert? Est-ce que cette personne est légitime pour s'exprimer sur ces thématiques? Il est lié au pilier autorité. L'autorité, c'est pas qui parle, c'est d'où il parle, à savoir votre site internet. Est-ce que votre site est réputé? Est-ce qu'il jouit d'une bonne notoriété? Donc, en bref, est-ce qu'il fait autorité en la matière? Enfin, on a le pilier confiance, fiabilité. Donc, plus trivialement, est-ce que votre site protège les données des utilisateurs? Est-ce que vous offrez des paiements sécurisés? Est-ce qu'il y a des avis vérifiés? Et plus globalement, est-ce que le site inspire confiance? Donc, si on reprend un peu l'historique de l'EAT, on s'aperçoit d'une chose, c'est que le concept n'est pas nouveau, hein. Il a été introduit dès 2014 dans les guidelines des Quality Raters de Google. Alors, on en parle surtout depuis la fameuse Medic Update d'août 2018. Pour rappel, c'est une mise à jour qui a fortement impacté tous les sites de santé, enfin pas tous les sites de santé, un grand nombre de sites de santé, et suite à laquelle on a beaucoup parlé d'EAT. Suite à ça, on a eu de nombreuses mises à jour, donc des core updates à raison de 4 ou 5 par an, qui à chaque fois portent sur l'EAT. Alors les core updates ne portent pas exclusivement sur l'EAT, l'EAT reste un facteur parmi bien d'autres. C'est la suite. Donc, comment savoir si vous êtes concerné par l'EAT? Quels sont les sites concernés? C'est tout simplement les sites qui rentrent dans la catégorie Your Money, Your Life. Donc, pour rappel, tous les sites qui impactent directement la vie des utilisateurs. Donc, a fortiori, tous les sites d'information, les sites juridiques, les sites avec des thématiques finance, les sites de santé, bien entendu. Aussi, tout ce qu'ils appellent les sites communautaires. Alors, c'est un peu flou, mais sachez juste que c'est les sites, par exemple, d'anciens combattants, les sites LGBT, les sites religieux, etc. Et même plus globalement, tous les sites e-commerce, puisque dès lors que vous proposez une transaction financière sur votre site, vous impactez la vie des gens. Donc, certaines niches sont touchées plus que d'autres et toutes les niches ne sont pas touchées avec la même ampleur. Là, j'ai pris un exemple très typique puisqu'on est sur la niche naturopathie, donc on est en plein dans la thématique EAT puisque c'est les médecines alternatives, donc contenu un peu sensible. Avec l'exemple du site nanaturopathe.com, et là, on peut voir tout de suite que le trafic est chaotique depuis 2 ans au gré des mises à jour et des correctifs de mise à jour successifs. Et pour terminer un peu cette introduction, je vais vous parler des guidelines de Google. Donc, je ne sais pas si vous connaissez ou pas, mais Google a des guidelines qu'il fournit aux quality writers. Et en bon français, Google traduit ça comme les consignes aux évaluateurs en matière de qualité des résultats de recherche. Donc, c'est un gros document qui fait
175 pages, donc c'est vraiment quelque chose de costaud. Et Google va y lister tous les critères que vont pouvoir utiliser les quality writers pour évaluer l'EAT d'un site ou des pages individuelles. Et donc, à partir de ces critères-là, on va pouvoir noter et définir si les sites sont plutôt de enfin avec un fort niveau de AT, un bas niveau de AT, et donc si on peut leur faire confiance ou non. Et par rapport à ces quality writers, c'est quelque chose qui est pas forcément connu, mais ça a un impact assez important sur l'AT. Ils ont un travail important à faire. Donc, les quality writers, pour résumer, ce sont des personnes comme vous et comme moi qui sont sur tous les continents du monde, qui parlent toutes les langues et qui, dans leur travail, va être de mesurer la qualité d'une page ou d'un domaine. Donc en gros, Google va leur fournir des listes d'URL, va leur fournir des listes de SERP, donc de résultats de moteurs de recherche sur Google, et ils vont tous les jours, suivant les critères des guidelines, et ils vont dire si ces sites sont plutôt forte expertise, forte autorité, etc. Donc, quelque chose à savoir sur ces quality writers qui est important, c'est qu'ils n'ont pas de contrôle sur le classement de vos pages. C'est-à-dire qu'ils vont pas avoir un impact direct sur l'algorithme, mais c'est eux qui vont dire ce site il est mauvais et ensuite vous allez être déclassé. C'est pas comme ça. En gros, les quality writers vont aider le machine learning de Google à s'améliorer au fil des changements, des core updates, etc. Donc, en gros, Google va faire une core update, une mise à jour de son algorithme, et ensuite va envoyer les quality writers au travail, et eux, ils vont noter, ils vont dire est-ce que ces pages qu'on a mis en premier, est-ce qu'elles sont vraiment de bonne qualité, est-ce qu'elles ont un fort EAT ou non. Donc voilà pour les quality writers, c'est quand même important de savoir ce qu'ils font. Et pour revenir à la fin à la fin de cette introduction sur les mises à jour d'algorithmes, il y a ce qu'on appelle les core updates, comme on l'a vu dans la frise. Donc ça, c'est des mises à jour d'algorithmes majeures que fait Google 1, 2, 3 fois par an et qui ont un fort impact sur les classements des domaines et des pages sur Google. Donc on voit souvent des hausses ou des baisses par rapport une fois qu'il y a cette core update qui est sortie. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que quand on regarde l'article que Google a écrit sur son blog sur ces core updates-là, on se rend compte que 70% de l'article est consacré à la qualité du contenu. Donc, est-ce que vous avez vraiment un contenu qui est excellent et qui répond aux demandes de vos utilisateurs? Et il parle explicitement des guidelines, des quality writers et explicitement de l'EAT, notamment avec des ressources pour en savoir un peu plus. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est important et qui prend une part importante dans les core updates de Google. Donc, si vous l'avez pas lu, je vous conseille de taper sur Google Core Update Google et vous tomberez sur cet article-là. Donc, ça sera intéressant pour vous de le lire et de comprendre encore plus comment ça fonctionne. Donc, le sommaire de ce webinaire qui va être chargé, donc on va essayer d'être vraiment le plus concis possible. Donc, on va aborder 10 étapes pour que vous puissiez améliorer rapidement votre profil EAT et on commence tout de suite avec la sécurité. Oui, on va commencer par le plus évident avant de rentrer dans les choses un peu plus spécifiques, la sécurité. Si vous avez un site concerné par l'EAT, il est indispensable de proposer une expérience sécurisée sur le site. Ça passe par un certain nombre de choses. Donc, évidemment, si vous êtes un site e-commerce, paiement sécurisé, ça c'est obligatoire même hors SEO, on va dire. Deuxième chose, c'est un site sécurisé HTTPS avec certificat SSL valide. Je reviens sur les paiements sécurisés, c'est aussi, est-ce que le site inspire confiance? Donc, il faut aussi que les éléments de réassurance soient présents. 2 points de vigilance toutefois. Donc, attention aux redirections pour le HTTPS. Moi, je suis assez étonné, je vois souvent des sites avec des mauvaises redirections entre le HTTP et HTTPS, parfois des 302, parfois des redirections pas bien faites entre le 3W et le HTTPS. Donc, toujours veiller à bien vérifier ça. Deuxième chose, c'est ce qui concerne les ressources externes. Vous en avez nécessairement beaucoup sur votre site. Ça peut être des images, ça peut être des scripts externes, ça peut également être des liens vers des domaines externes et vous avez tout à fait raison. Mais veillez simplement à toujours pointer vers les versions sécurisées de ces sites-là. On n'y pense pas toujours, mais ça peut vous impacter. Autre aspect de la sécurité, c'est ce qui va concerner les content types. Alors, les content types, c'est des entêtes qui vont tout simplement indiquer au navigateur de quel type de ressources il s'agit. Google, depuis fin 2018, explique noir sur blanc qu'il recommande d'utiliser à chaque fois, d'associer la valeur NoSniff au content type lorsqu'il s'agit de pages
sensibles, c'est-à-dire des pages qui contiennent des données utilisateurs, des informations clients, etc. Donc, toujours avoir la valeur no-sniff qui, en gros, permet d'éviter les tentatives de phishing, de hacking, etc. Ça peut être implémenté assez facilement via le htaccess, donc de manière automatique. Voilà, une fois qu'on a coché toutes les cases en matière de sécurité, il va falloir montrer patte blanche. Qu'est-ce qu'on entend par là, Mickaël? On t'entend pas, Mickaël. Je crois que tu as ton micro Ah, coupé. pardon, oui, on coupe pour éviter les petits bruits. Donc, montrer patte blanche, ça veut dire tout simplement sortir de l'anonymat et de dire qui on est. C'est-à-dire que quand on a un site web, il faut clairement indiquer s'il y a une société derrière, si c'est une personne, etc. Donc, pourquoi c'est important? Tout d'abord parce qu'on les retrouve dans les guidelines de Google et les co-créateurs vont regarder, est-ce qu'on sait qui est responsable du site? Est-ce qu'on sait qui est responsable du contenu? Est-ce qu'il y a des informations sur la société derrière? Est-ce qu'il y a des informations contact? Etc. Donc ça, c'est vraiment important parce qu'un site, entre un site qui va être anonyme et un site qui va avoir des informations légales sur eux, Google va avoir tendance à avoir plus confiance avec le site qui a ces informations et qui ne sont pas anonymes. Donc ça, c'est une première étape qu'il faut mettre en place. Qu'est-ce qu'il faut mettre du coup sur votre site pour que Google vous valorise et ait un peu plus confiance en vous? Donc, il vous faut les mentions légales de votre site. De toute manière, c'est obligatoire de les mettre au vu de la loi française. Il faut vous mettre les CGU, donc les conditions générales d'utilisation, qui sont aussi obligatoires. Si vous vendez des produits ou des services, il faut évidemment des CGV, conditions générales de vente. Il faut que l'utilisateur qui va sur votre site puisse être contacté, puisse vous contacter. C'est-à-dire qu'il faut mettre votre email, il faut mettre votre téléphone, votre adresse. Si vous avez des channels Telegram, WhatsApp, etc. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Le but, c'est vraiment de mettre le maximum d'informations sur les moyens de vous contacter. Si vous avez du contenu éditorial, ce qui est, je pense, une grande partie de vous, donc si vous écrivez des articles, il faut aussi essayer de détailler quelle est votre équipe, quel est le rôle de chacun. Est-ce que vous avez une charte éditoriale? Ça peut être aussi important pour l'utilisateur. Est-ce que vous avez des valeurs qui sont importantes pour vous? Et enfin, pour les sites e-commerce, c'est essentiel de mettre les moyens de vous contacter directement sur toutes les pages, préférément dans le header et dans le footer, pour que les gens vraiment puissent vous appeler s'ils ont un besoin. Il peut y avoir aussi un chat, c'est quelque chose qui s'est développé. Et on n'oublie pas les informations sur les livraisons, le retour, etc. Alors, il faut savoir qu'il y a des moyens de communiquer de manière un peu secrète avec Google. C'est ce qu'on appelle des données structurées, ces informations qu'on met dans le code, que les utilisateurs ne voient pas, mais que Google ou d'autres moteurs de recherche peuvent voir. Donc, on va évoquer les données structurées de temps en temps dans le webinaire, mais on n'aura pas l'occasion, par manque de temps, d'aller en détail. Donc, on va vous les nommer et vous pourrez regarder la documentation ensuite si ça vous intéresse de les implémenter. Et ici, sur montrer patte blanche, en gros, on a la donnée structurée organization qui permet de communiquer directement à Google votre logo, la description de votre entreprise, vos réseaux sociaux, adresse, téléphone, les fondateurs, etc. Donc beaucoup d'informations que Google va pouvoir récupérer et va pouvoir ensuite utiliser, notamment sur la page de résultats de recherche. Un exemple concret sur cette donnée structurée, on peut voir que l'entreprise Conto, donc qui est née en banque, qui fonctionne bien en SEO et qui travaille avec CMJ, a des données structurées qui vont être retrouvées ensuite sur la page de Google, donc ce qu'on appelle le Knowledge Panel, qui est en haut à droite. On va voir que Google va récupérer la création d'entreprise, la date de création d'entreprise, va récupérer l'adresse, va récupérer les fondateurs, etc. Donc, c'est vraiment important pour vous de profiter de cette autre opportunité et de mettre des données structurées organization pour que Google puisse les réutiliser. Donc, dire qui on est, ça permet de rassurer les utilisateurs, donc ça c'est clair, mais un autre moyen ensuite de créer de la confiance avec eux, ça va être de passer sur la partie des avis que va nous présenter Charlet. Oui, il faut absolument soigner ses avis. En 2021, c'est obligatoire. Non seulement c'est très important d'un point de vue taux de conversion, traditionnellement, et d'un point de vue UX, mais c'est désormais en train de devenir un critère SEO à part entière. Pour preuve, je me réfère une fois encore au guideline des quality raters. Dans le score de réputation qui est donné aux entreprises, aux sites, on demande aux quality raters de regarder les avis clients. Donc, c'est en train de devenir un critère
qui est checké au niveau algorithmique par Google. Comment ça se passe dans la pratique? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a tout d'abord les sites d'avis vérifiés. Alors, vous ne savez peut-être pas, mais il n'y a qu'une trentaine de sites d'avis vérifiés qui sont véritablement partenaires Google. Vous pouvez les retrouver dans la documentation Google. Les plus connus, Trustpilot, Avis Vérifié, Bazar Voice, Ecomi, Poulpeo et j'en passe. Donc, c'est important de jouer cette carte-là à fond de votre côté. Ça passe aussi par les avis Google My Business, notamment si vous êtes un business local, par exemple une clinique, où je voyais tout à l'heure dans le chat un magnétiseur, donc là aussi très important de soigner ses avis à ce niveau-là. La vérification se fait au niveau algorithmique, elle se fait de plusieurs manières. On va déjà avoir la manière analyse du sentiment, ça passe par l'intelligence artificielle de Google et leur technologie de traitement automatique des langues. Ils sont capables de décrypter dans un paragraphe, dans un avis Google, ou un commentaire sur Internet, capable de décrypter si le sentiment exprimé par un client est plutôt positif ou négatif à votre égard. Donc ça, ils vont pouvoir faire ensuite une moyenne en quelque sorte et savoir si les gens vous aiment bien ou pas. La deuxième chose, c'est les fameuses données structurées. Michael en a parlé tout à l'heure. Il y a la donnée structurée pour les avis qui s'appelle ratings. Et les données structurées, c'est tout simplement une manière de présenter à Google, de présenter vos avis sous un format qui est facilement interprétable et compréhensible par les robots Google. Donc, il en ressort la nécessité d'être proactif dans la collecte d'avis. On veut absolument des bons avis, ça va être super important SEO. Et on veut surtout être proactif, c'est-à-dire ne pas attendre que les utilisateurs insatisfaits nous bombardent d'avis. On veut aussi réactiver les utilisateurs satisfaits. Souvent, c'est ceux qui s'expriment le moins de manière spontanée. Donc, on veut absolument les activer pour augmenter notre note. Donc, un bon moyen d'ailleurs d'accumuler les avis positifs, c'est de proposer une expérience de navigation optimale. Ouais, tu as raison, Charlet. En gros, on va beaucoup parler dans ce webinaire de contenu, mais il y a quelque chose qu'il ne faut pas négliger quand vous avez un site web, c'est aussi de soigner la forme et de soigner l'expérience de navigation que vont vivre vos utilisateurs. Et ça, c'est essentiel parce que votre objectif, c'est quand même que vos visiteurs soient satisfaits de naviguer sur votre site, soient contents de l'information, qui voient plusieurs pages, qui reviennent, etc. Et pour ça, faut soigner votre expérience de navigation et ça passe par plusieurs critères. Le premier critère, et qu'on a déjà tous vécu, je pense, des sites qui étaient lents et que vous partez du site ou vous ne restez pas sur le site, etc. Donc, le premier critère, c'est vraiment d'avoir un site qui soit rapide avec un temps de chargement rapide. Donc, il y a plein d'outils qui permettent d'optimiser la vitesse de chargement, mais c'est vraiment un critère qui est indispensable. On peut plus se permettre en 2021 d'avoir un site lent, surtout maintenant avec l'émergence du mobile. On va éviter tout ce qui va être pubs intrusives qui vont venir d'un côté, qui vont nous sauter dessus, ou des pubs en trop grand nombre ou trop flashy. Si à chaque fois qu'on scrolle, on voit des pubs, en fait, c'est pas agréable pour l'utilisateur. Donc, c'est pour ça qu'il y a autant d'ad blockers, c'est parce qu'on n'aime pas les pubs. Donc, essayez d'en mettre le moins possible sur votre site, ça donnera une meilleure expérience de navigation. On évite les pop-up. Donc, je sais, avec les RGPD, tout ça, on a des pop-up dans tous les sens, mais c'est toujours pénible de cliquer sur la croix, de faire des choix, etc. Donc, on essaye là aussi d'en mettre le minimum possible. Site optimisé pour mobile, c'est essentiel. Maintenant, la majorité du trafic viennent du mobile. Donc, si votre site n'est pas optimisé, si on ne veut pas naviguer dessus, vous êtes déjà en retard par rapport aux autres. Et on fera attention aussi à l'ergonomie. Est-ce que votre site est facilement compréhensible? Est-ce qu'on peut naviguer sur votre site facilement? Que ce soit d'une menu, que ce soit du fil d'Ariane, que ce soit des liens complémentaires, etc. Donc, voilà, tout ce qui est UX et UI, c'est quelque chose qu'il faut regarder quand vous avez un site pour que ce soit agréable pour l'utilisateur. Et enfin, une métrique plus, on va dire, du ressenti, plus subjectif, ça va être le design de votre site, notamment sur les secteurs un petit peu à risque, comme la santé, la finance, etc. Est-ce que votre design de site, il donne plutôt confiance, ou est-ce qu'il est en mode flashy, avec des couleurs qui sont dépareillées, etc. Donc, généralement, on va préférer quelque chose de plutôt clair, de plutôt sobre sur ces secteurs-là. Donc, les quality writers pourront aussi avoir le feeling, le ressenti de votre site au niveau de vos designs. Donc, comment Google il fait pour mesurer l'expérience de navigation sur votre site? Parce que c'est ça qui est important. Google, il a quand même plein de manières de le voir. La première, donc, c'est le temps de chargement à travers le LCP ou d'autres
ou d'autres métriques qu'il a, mais LCP est le principal qu'il va mesurer. Il va mesurer l'interaction entre le site et l'utilisateur, notamment via le FID. Il va mesurer aussi la stabilité visuelle d'une page via le CLS. Donc, ces trois métriques sont en fait ce qu'on appelle les Core Web Vitals, qui est quelque chose d'assez récent et que Google est en train d'augmenter son poids un petit peu dans ses signaux de recherche sur l'expérience navigationnelle. Donc, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte. Il va mesurer aussi si votre site est adapté pour le mobile ou non. Donc, ça, il peut le voir assez facilement. Et il va mesurer aussi, on va dire, si vous avez des interstitiels ou si votre contenu est facilement accessible sur votre site. Donc, tout ça, plus la sécurité, forme pour Google les Search Signals for Page Experience, donc les signaux de recherche pour l'expérience que vivent les utilisateurs sur votre page. Et ce qui est sympa avec Google, c'est qu'il, dans la Search Console, qui est un outil gratuit fourni par Google et que je vous recommande évidemment d'utiliser si ce n'est pas encore le cas, il y a un nouveau rapport qui est sorti en avril 2021 sur l'expérience navigationnelle sur votre page, où Google va vous dire est-ce que vos pages sont plutôt lentes ou plutôt rapides, est-ce que vous avez des problèmes de sécurité, des problèmes d'ergonomie mobile, etc. Donc là, vous pourrez faire un état des lieux rapide des données que suit Google, et ensuite, quand vous ferez des modifications, vous pourrez monitorer et voir dans le temps si vos modifications étaient plutôt positives ou non. Donc, avec l'espace de navigation, on essaye de garder les utilisateurs sur le site, mais ce qui est encore mieux pour approfondir vraiment la relation, c'est d'être le plus transparent possible avec eux. Absolument. Et la transparence, ça passe par plusieurs choses. Alors, la première chose, premier point sur la transparence, on le connaît tous avec le RGPD récemment, c'est ce qui concerne les cookies. Donc, très important d'être en conformité avec les normes RGPD, surtout que les normes en question se sont durcies cette année, depuis avril 2021. Un consentement explicite est requis pour déclencher le tag de tracking Google Analytics. Quand on parle d'un consentement explicite, c'est un clic sur un bouton. La poursuite de la navigation, si je continue à naviguer sur le site sans avoir cliqué sur j'accepte les conditions, ça n'est pas considéré comme un consentement implicite. Donc, on ne peut pas traquer non plus. Pareil, il est désormais interdit d'avoir recours au cookie wall. Donc, le cookie wall, c'est le fait de forcer les gens à cliquer sur OK pour accéder au contenu du site. Et s'ils cliquent sur je n'accepte pas, on les sort du site. Donc, ça, c'est désormais interdit. La bonne pratique, c'est, là, j'ai pris l'exemple de Zalando, d'offrir la possibilité à l'utilisateur de personnaliser ses préférences à chaque fois. Donc, ça, c'est le premier point de transparence. Le deuxième point, c'est ce qui concerne la transparence sur les données personnelles. Moi, j'aime bien ce que fait Doctissimo en la matière, avec cette page sur la politique de protection des données personnelles. De manière globale, toutes les pages CGU, CGV, politique de confidentialité, elles doivent exister sur votre site, ça c'est sûr, mais elles doivent aussi être accessibles aux utilisateurs, mais également accessibles aux robots. Pendant très longtemps, pendant très longtemps, les experts SEO ont conseillé de mettre ces pages en no-index, no-follow et de bloquer le crawl, de bloquer l'accès aux robots à ces pages-là pour optimiser le crawl budget, justement. C'est plus la recommandation actuellement, puisqu'on n'aura plus de tendance à laisser les robots naviguer sur ces pages-là. Il faut absolument qu'ils les trouvent pour justement renforcer cette impression de transparence. Troisième aspect de la transparence, c'est comment on monétise le site. Si mon site possède des liens affiliés, des articles sponsorisés, je dois l'afficher clairement. Donc là, le bon élève, c'est Clubby, que j'ai pris cet article, test du Windows 10 Pro. Il est indiqué en haut d'article qu'il s'agit d'un article sponsorisé par Microsoft et LDLC, avec ensuite un lien vers la charte de transparence. Donc là, très bon exemple. En option, si vous voulez faire du zèle, vous avez même l'attribut de lien sponsored. Vous savez, c'est un nouvel attribut qu'on peut mettre sur les liens HTML. Avant, on pouvait choisir follow, no follow, en gros. Maintenant, vous pouvez préciser un peu plus et expliquer quand un lien est sponsorisé. Donc, c'est une bonne pratique, même si ce n'est pas encore très répandu à l'heure actuelle parce que ça a été mis en place il y a environ 1 an. Et dernier aspect sur la transparence toujours, c'est ce qui concerne la méthodologie. Là, j'ai pris l'exemple de Passeport Santé, qui a une très bonne page sur méthodologie de rédaction des fiches encyclopédiques, dans laquelle ils expliquent qui sont les rédacteurs impliqués, quel est leur background, quelle est leur démarche. Donc ça, c'est très intéressant d'avoir ça sur votre site. Des pages comité de rédaction, dans laquelle vous allez spécifier les auteurs, charte éditoriale, ligne éditoriale, etc. Tout
ça, c'est important de le mettre en place. Ça va valoriser votre contenu et un peu augmenter votre score de qualité en quelque sorte. Ça permet de mettre en avant le sérieux de votre démarche, de vos auteurs et de vos sources. Alors, on a beaucoup parlé de contenu, de transparence, comité édito. Et là, ça rejoint un point central en EAT qui est l'intervention des experts dans la rédaction des contenus. Alors là, on rentre, donc EAT, on a 3 lettres. Donc avec les experts, on va rentrer vraiment dans le E, donc dans la partie expertise. Donc on va avoir 2 points dessus. Et l'objectif ici, c'est de montrer au maximum à Google, aux utilisateurs, qu'on est vraiment expert du sujet dont on traite sur nos sites Internet. Et il faut aussi mettre en valeur ces auteurs et ces experts pour qu'ils soient reconnus. Donc, pourquoi on vous dit ça? Encore une fois, on se réfère aux guidelines de Google et on se rend compte que le mot expert ou expertise, en fait, revient énormément de fois. Donc, j'ai compté, pas manuellement, mais j'ai fait une petite recherche sur le PDF, et le mot expertise a été nommé 99 fois sur le document, donc plus d'une page sur deux. Il y a le mot expertise qui est là, donc c'est pour montrer à quel point Google veut promouvoir des contenus experts. Donc, et on le voit, des contenus qui ont un fort EAT, donc un fort domaine, un fort niveau d'expertise, d'autorité, de confiance. On voit que par exemple, sur les contenus médicaux, Google préfère que ce soit vraiment des médecins qui écrivent le contenu. Pour des articles d'actualité, on préfère des journalistes professionnels. Pour des articles scientifiques, il faut quelqu'un qui ait une expertise scientifique. Donc ça, c'est vraiment important à comprendre parce que sinon, vous risquez d'avoir un manque d'expertise si vous n'avez pas des experts sur tous vos contenus. Donc pourquoi on veut s'entourer d'experts? Donc la première raison, c'est pour s'assurer que la qualité du contenu est au rendez-vous et que ce qu'on raconte est vrai, parce que sur Internet, on trouve un peu de tout et n'importe quoi. Donc, si on commence à apprendre du contenu qui est faux sur un article ou qu'on ne regarde pas les sources, etc., il se peut qu'on dise en fait n'importe quoi sur notre site. Et ça, Google veut exclure au maximum ce type de résultat sur son moteur. On le fait aussi pour démontrer une expertise sur le sujet. Donc ça, c'est plutôt facile à comprendre. Troisième raison, on le fait aussi pour profiter de la réputation de l'auteur. Donc en gros, quand vous avez un auteur qui écrive sur votre site, cet auteur a peut-être écrit d'autres articles sur d'autres sites, peut-être qu'il a écrit des livres, peut-être qu'il a fait des vidéos sur YouTube, peut-être qu'il y a des réseaux sociaux qui sont actifs, etc. Et Google peut très bien le savoir. Si vous tapez le nom d'une personne sur Google et qu'il y a 0 résultat, c'est probablement un auteur qui n'existe pas ou qui n'a 0 réputation. Mais si vous avez plein de résultats sur Google, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est actif et qui a une certaine réputation. Donc, vous pouvez en profiter quand vous avez des experts, soit des experts en interne, vous avez certainement des gens chez vous qui connaissent très bien ce dont vous parlez, ou des experts que vous recrutez en externe. Quatrième raison, c'est rassurant pour un lecteur de savoir que c'est un professionnel qui a écrit le contenu et c'est pas n'importe quel kidam, parce que moi je peux écrire sur les régimes, mais en soi, ce serait quand même plus rassurant et c'est un nutritionniste qui passe ses journées à conseiller des clients dessus, d'écrire un article sur le régime. Donc ça, c'est aussi plutôt logique. Et enfin, Google pourra exploiter toutes les informations sur les auteurs pour évaluer le profil EAT de votre site. Donc, plus vous aurez des auteurs qui seront experts sur votre site, plus votre profil EAT pourra augmenter. Donc, je vous mets un petit mot d'attention sur les experts et les auteurs. Il y a certaines personnes dans le SEO qui vont vouloir falsifier l'expertise et les auteurs, c'est-à-dire qu'ils vont créer des auteurs qui n'existent pas, des auteurs fictifs avec une biographie, voire même créer des réseaux sociaux pour ces auteurs, etc. Gros warning dessus, il y a un moment ou un autre, vous vous ferez rattraper par la police Google si vous faites à tout va, si tout votre site c'est que des faux auteurs et c'est que de contenu repris autre part ou des contenus que vous avez sous-traités par des gens qui sont pas du tout qualifiés pour écrire sur ces sujets-là. Donc encore une fois sur des sujets your money, your life. Donc voilà, faites attention et c'est vraiment au maximum d'avoir des gens qui savent de quoi ils parlent sur les contenus de votre site. Petit exemple, donc je reprends Doctissimo, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, Charlet. Sur la page d'accueil du site Doctissimo, qui est quand même un site référence sur la santé en France et qui est là depuis un moment, sur la page d'accueil, Doctissimo met en avant ses experts journalistes et rédactions et ses experts médicaux. Donc on voit qu'ils mettent en avant ses rhumatologues, ses gynécologues, ses psychanalystes, etc. Donc ça montre vraiment quand même un niveau d'expertise qui va être élevé. Et quand on va être sur un article, donc par exemple ici un article sur les régimes nordiques,
on peut voir qu'on a une journaliste qui est clairement identifiée, qui a probablement écrit le gros de l'article, et on a un docteur qui est identifié aussi, qui a une validation médicale de l'article pour s'assurer que la personne qui l'a écrit ne raconte pas n'importe quoi. Donc le docteur va pouvoir aussi rajouter des compléments d'information, va pouvoir aussi rajouter des sources, etc. Et chaque auteur, chaque expert va avoir une fiche auteur, du coup, qui lui est dédiée, avec une biographie, peut-être des réseaux sociaux, peut-être ses diplômes, la liste des articles qu'il a écrits sur le site, etc. Donc, si on avait un conseil à retirer sur ce point-là, c'est vraiment d'avoir des experts de votre sujet, et ensuite une fiche auteur sur cet auteur-là, avec le maximum d'informations sur lui, pour avoir plus de crédibilité aux yeux de Google, mais aussi surtout aux yeux de vos utilisateurs, parce que ils peuvent très bien aussi aller faire plus. Vos utilisateurs peuvent faire des recherches sur les personnes et voir si c'est vraiment quelqu'un en qui on peut avoir confiance. Là encore, on a des données structurées, que ce soit sur les fiches auteurs. Donc, on peut vraiment dire à Google, cette personne, voici sa biographie, voici ses réseaux sociaux, voici ses diplômes, voici son métier, voici son université, etc. On peut vraiment entrer beaucoup d'informations. Mais aussi, sur l'article, on peut avoir du coup la donnée structurée auteur et la donnée structurée reviewed by, quand vous avez une validation soit médicale, une révision par un expert, etc. Donc ça, c'est vraiment un point clé de l'EAT. Donc pour la suite, voilà, on peut s'entourer d'experts, donc ça c'est vraiment essentiel, mais il faut aussi que l'information qu'on présente soit fiable, et il y a des moyens de vérifier ça. Oui, alors c'est pas tout de signer les articles par un expert reconnu, il faut que le contenu de l'article soit de qualité. Quand on parle de fiabilité, c'est est-ce que les informations présentées sont vérifiées, vérifiables. Et on va voir que c'est très important. Alors déjà, je me réfère encore une fois aux guidelines des quality raters, c'est écrit noir sur blanc. On va donner un plus faible score de qualité aux sites qui entrent en contradiction avec les consensus des experts sur la thématique. Et très important, la notion de consensus, elle est citée pas moins de 20 fois dans les guidelines des quality raters. Donc, ça peut être consensus médical, consensus, on va dire, médiatique ou sur n'importe quel champ d'expertise donné. Donc, ne pas aller à l'encontre des consensus et des conclusions généralement admises par les experts. Ça pose tout un tas de problèmes pour certaines niches. Je parlais tout à l'heure de la médecine alternative. C'est aussi pour ça qu'ils ont été fortement touchés. Ça rejoint un autre projet de Google que vous connaissez peut-être pas, qui est The Trust Project. Pour info, il s'agit d'un consortium de 120 organes de presse fondé en 2017 et Google est l'un des fondateurs à l'origine de ce projet. Ce qu'ils font, c'est qu'ils vont tout simplement valider la véracité des informations et valider en fait le process et l'éthique journalistique de tous les sites de médias. Et ça, c'est juste un exemple parmi tant d'autres d'initiatives de Google. Ils sont aussi en partenariat avec la clinique Mayo aux États-Unis, qui est un des plus grands groupes hospitaliers nord-américains. Donc, ils ont aussi un pied là-dedans. Et Google fait comme ça des partenariats avec des projets de vérification dans différents champs thématiques. Ça rejoint aussi un livre blanc qui date de février 2019, dans lequel Google nous expliquait que dorénavant, ils indiquent à leurs quality raters de donner des notes plus basses aux pages présentant des contenus manifestement inexacts ou des théories du complot démystifiées. Donc clairement, d'ailleurs, ce livre blanc est intitulé Comment Google combat la désinformation. On y reviendra plus tard, mais l'EAT, c'est très, très politique. Ça a pris de l'ampleur depuis l'avènement de Donald Trump, les sites de fake news, le mouvement anti-vax aux États-Unis, etc., etc. Et même actuellement, avec la crise Covid, il y a aussi un effet de l'EAT. On a vu suite à ça des études paraître aux États-Unis qui montraient effectivement une dégringolade des sites conspirationnistes américains suite aux différentes mises à jour. Si on s'amuse à faire le même exercice avec les sites français qui sont fréquemment cités comme conspirationnistes, présentant des informations non sourcées, etc., on voit le même pattern entrer en jeu, avec surtout des grosses dégringolades depuis la mise à jour de mai 2020 et même avant ça, l'accord update de juin 2019. Donc, gros impact pour tous ces sites-là et nécessité de présenter du contenu fiable, vérifié, sourcé. Pour ça, comment on va faire? Une méthode simple, c'est d'inclure des bibliographies en bas de tous mes contenus. Je vais sourcer tous mes articles.
Le bon exemple ici, Medical News Today, avec leur article sur le cancer. En bas d'article, ils ont cet encart assez long. Là, c'est juste un petit extrait, mais il est assez long et il inclut toute la bibliographie avec à chaque fois les liens hypertextes. Donc ça, c'est une première chose. C'est pas simplement la bibliographie, c'est pas simplement citer des sources, c'est aussi faire en sorte d'avoir des sources prestigieuses. Là, vous pouvez voir que c'est du cancer.org, on a du .gov, on a des liens vers des institutions médicales renommées. Donc, c'est ce genre de sources que vous avez tout intérêt à citer dans vos articles. Pour ça, la petite astuce, c'est par exemple d'utiliser Google Scholar. Google Scholar, c'est une très très bonne collection d'articles scientifiques de grande qualité avec un grand niveau de recherche derrière, donc qui sont très très souvent valorisés par Google comme source. Comment on va les mettre en avant? Eh ben, là encore, via des données structurées, on va les faire remonter à un format facilement compréhensible par les moteurs. Ça va se présenter de la manière suivante. Vous avez vos données structurées de type article, dans laquelle vous allez inclure la propriété citation. Donc là, voilà, vous avez source A, source B, C, D, etc., dans laquelle vous allez mettre le type de source. Donc là, ça va être très souvent Creative Work, qui est l'auteur, quel est le nom du site, quelle est la date de publication, etc. Ça permet à Google de retrouver ses petits très facilement et d'aller vérifier justement ses sources. Donc, une fois qu'on a cité nos sources, on a été transparent, on a un comité édito, on fait appel à des experts, c'est super, mais on n'a pas encore parlé du netlinking et de son importance dans tout ça, Mickaël. Ouais, donc là, avec les 3 dernières étapes, on va s'attaquer au A de l'EAT, donc vraiment tout ce qui va avoir trait à l'autorité. Et on va parler évidemment du profil de lien et de vos backlinks. Donc les backlinks, donc les liens entrants, ce sont des liens que font d'autres sites internet vers votre site à vous, et c'est extrêmement important. De manière générale, il faut avoir en tête qu'en SEO, il faut toujours travailler sur netlinking, et c'est d'avoir de plus en plus de liens qui pointent vers votre site, donc des liens qualitatifs idéalement. Et pour les secteurs Your Money, Your Life, c'est encore plus essentiel parce que Google va aussi regarder quel est votre profil de lien. Donc, il faut savoir qu'en 98, Google a un petit peu changé tout le panorama des moteurs de recherche en commençant à inclure le PageRank dans son algorithme de classement, ce que les autres ne faisaient pas à l'époque. Et depuis, en fait, on sait très bien que le profil de lien est un facteur de classement, donc de ranking sur Google, et qu'il le prend en compte à des degrés différents. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'il regarde avec attention. Une métrique à avoir en tête pour le AT ici, c'est l'autorité d'un domaine, donc qui va en fait influencer la confiance que va accorder un Google à un site. Donc en gros, si vous avez des sites similaires sur une même thématique, un site qui va avoir une très forte autorité et un site qui va avoir une autorité beaucoup plus faible, évidemment, Google il va dire bah, ce site-là a plus d'autorité, je vais donner un petit peu plus de confiance. Comment on calcule l'autorité de domaine? En gros, c'est un calcul dont on n'a pas la formule, et Google ne dit même pas que ça existe, mais en gros, on regarde la qualité des liens entrants et la quantité des liens entrants, et on arrive à avoir une sorte de score d'autorité. Donc, il faut savoir qu'il y a des outils tiers qui nous permettent d'avoir ces scores-là d'autorité, donc comme Ahrefs, SEMrush, Moz ou Majestic, qui nous permettent de faire des comparaisons de domaines. Et en plus de l'autorité de domaine, ce qui est important, c'est regarder la thématique des sites qui vous font des backlinks. Donc, en gros, ici, si vous avez un site sur la nutrition, mais que tous vos backlinks proviennent d'un site sur l'automobile, en fait, Google, il va se dire, mais il va comprendre vos thématiques, et il va voir que les liens que vous avez sont pas forcément pertinents. Il vaudrait mieux avoir des liens depuis des sites de recettes, des sites de santé, des sites de nutrition, etc. Donc, il faut faire attention à l'autorité et à la thématisation des sites, des sites qui vous font des liens. Petit exemple, j'ai pris une SERP, un mot-clé qui est assez sensible, le mot-clé du cancer du sein. Donc là, on est sur une sensibilité EAT très très forte, parce que Google n'a pas du tout envie de mettre des informations qui sont inexactes et de donner des fausses informations sur le cancer du sein à ces utilisateurs-là. Donc, quand on regarde les 10 premiers sur les résultats de recherche, on retrouve une autorité de domaine. Donc, généralement, au-dessus de 80, c'est une forte autorité de domaine. On retrouve qu'on n'a que des domaines qui sont très autoritaires sur la première page de Google. Et quand on regarde les domaines référents vers la page en question, on retrouve aussi ici que les pages qui ont le plus de liens, généralement, ont tendance à être un peu mieux positionnées sur Google. Donc, voilà, juste
voilà, ce point 8, c'est vraiment de vous porter une attention sur le netlinking, essayer d'augmenter votre autorité et d'avoir plus de liens qualitatifs depuis des sites pertinents. Ça jouera en votre faveur quand Google va essayer de vous mettre en concurrence avec d'autres sites. Mais il n'y a pas que les liens, évidemment, qu'il faut travailler. Vous pouvez aussi valoriser d'autres signaux extérieurs importants dans le AT. Tout à fait. Et je vais passer très rapidement là-dessus parce qu'on va commencer à manquer de temps. Juste pour vous signaler qu'il n'y a que les liens, il y a également les mentions. On sait depuis 2011, donc c'est assez ancien, que Google est capable d'identifier les mentions, c'est-à-dire juste le nom de votre marque citée, mais sans qu'il soit accompagné d'un lien HTML. Donc, Google est capable de les lire, ces mentions, de les collecter sur Internet et d'établir finalement un score de notoriété. Donc là, on avait la notion d'autorité avec les liens externes, mais pensez même plus global, quand vous pensez EAT, pensez notoriété. Donc si vous avez des pages Wikipédia, des interviews, je sais pas, interviews de votre dirigeant sur BFM TV ou je sais pas, des articles dans la presse, dans Le Monde, dans Le Figaro, dans la presse locale même, ça va jouer sur votre score de qualité puisque ça va augmenter votre notoriété globale. Et enfin, dernier point, une bonne manière d'avoir de la notoriété, c'est de justement faire autorité en la matière sur une thématique donnée, n'est-ce pas, Mickaël? Ouais, donc le dernier point qu'on vous proposez, je vais essayer de faire vite pour qu'on puisse répondre à quelques questions ensuite. C'est le concept d'autorité thématique. Et avec une question sous-jacente, est-ce qu'il vaut plutôt faire de la qualité ou de la quantité en termes de contenu? Donc, l'autorité thématique, qu'est-ce que c'est? On aurait une définition un peu de base qui serait en fait le degré de couverture d'un sujet sur un site internet. C'est-à-dire si vous avez par exemple le sujet du régime paléo, on va dire, est-ce que vous avez un article qui parle du régime paléo ou est-ce que vous en avez 50, enfin moins ou plus, et est-ce que vous couvrez l'entièreté de cette thématique avec vos contenus? Donc ça, c'est important à savoir et Google va le voir, effectivement, va voir si vous parlez d'un sujet de manière forte ou de manière faible. Donc j'ai un exemple à vous proposer là-dessus. Je reprends mon mot-clé du cancer du sein qu'on avait vu tout à l'heure. Donc on sait que le cancer du sein, il y a à peu près 10 000 pour faire 10 300 mots-clés qui concernent cette thématique-là. Donc, on a cancer du sein sur les symptômes, sur les cancers du sein traitement, pour les hommes, pour les femmes, etc. Donc, il y a beaucoup de mots-clés au sein de cette thématique-là. Et on sait à peu près avec nos outils qu'il y a à peu près 77 000 personnes par mois qui vont faire des recherches sur l'ensemble de ces thématiques, sur l'ensemble de ces 10 000 mots-clés. Donc, j'ai pris le premier qui était sur Google, donc c'était le site i-cancer.fr, et je me suis rendu compte qu'en fait, ce site n'était pas là par hasard. Il avait certes une bonne autorité, certes du bon contenu, mais il avait aussi une forte autorité thématique. Donc, j'explique. En gros, sur le cancer du sein, j'ai listé à peu près 80 pages qui étaient consacrées au sujet. Donc, il n'a pas juste un article qui en parle, il a 80 articles qui parlent du sujet. Donc, c'est assez important. Quand on compare les mots-clés sur lesquels se positionnent ces 80 pages-là, comparées aux mots-clés de la thématique en entier, on se rend compte que ce site e-cancer est, on va dire, a une couverture de 61% des mots-clés sur le cancer du sein, donc ce qui est beaucoup, et ce qui pourrait être encore plus haut si il avait une stratégie encore plus d'optimisation et qu'il allait chercher les mots-clés qu'il n'a pas encore touché, mais c'est déjà énorme comme couverture au niveau de la mot-clé, des mots-clés. En termes de trafic, on voit qu'il a 72% du trafic sur cette thématique-là, qu'il attire sur toutes ces pages liées au cancer. Donc là, on voit que le degré de couverture et son taux thématique est très forte sur le sujet. Il pourrait encore faire un petit peu mieux, mais c'est déjà énorme. Donc voilà, ça c'est important de l'avoir en tête. Et comment on peut faire pour augmenter son autorité thématique? C'est assez simple en soi. Il faut produire plus de contenu sur le même sujet, donc approfondir vraiment le sujet dans lequel vous parlez, qui augmentera peu à peu votre autorité thématique. Et ensuite, ce sera un signal EAT positif. Google percevra, si on respecte tous les signaux qu'on a parlé avant, Google pourra dire, OK, ce site-là, il a vraiment une expertise plus pointue, plus exhaustive sur le sujet et ça vous valorisera à ses yeux. Donc, juste des petites bonnes pratiques. Quand on aborde une thématique prioritaire, idéalement, il faut aborder tous les sujets et tous les sous-sujets de ce thème-là. Donc, plus ça va être un sujet important, plus il y aura de sous-sujets, évidemment. Il faut essayer de couvrir toutes les intentions de recherche utilisateur, que ce soit des requêtes informationnelles, voire transactionnelles. Il faut essayer de tout couvrir. Il faut répondre à toutes les questions pertinentes que peuvent se poser les utilisateurs.
Google devient de plus en plus aussi un moteur de questions-réponses, donc il faut absolument répondre aux questions qu'il se posent. Et ensuite, il faut avoir une hiérarchie cohérente entre tous ces contenus et avoir un maillage, donc ça c'est essentiel, un maillage entre tous vos contenus du même thème. Donc, on parle parfois de cocon sémantique, parfois de topic cluster, mais c'est des choses qu'il faut avoir en tête quand on traite une thématique. Et enfin, privilégier évidemment la qualité et peu à peu augmenter la quantité des contenus produits. Il vaut mieux avoir peu de contenu et avoir une qualité qui soit excellente et peu à peu avoir plus de contenu sur cette thématique-là que de faire plein de contenus qui ne sont pas terribles. Ce sera une stratégie qui ne sera pas forcément la plus efficace. Donc voilà pour le point 10 et je vais te laisser, laisser la conclusion, Charles. Ouais, merci, Mickaël. Donc très rapidement en conclusion, on le voit, hein, le AT c'est quelque chose qui prend de plus en plus de place et qui va être amené à prendre de plus en plus de place dans le futur. Pourquoi? Parce que c'est d'actualité, avec la prolifération tout simplement du nombre de contenus sur Internet et aussi avec ce nombre de contenus qui prolifèrent, le nombre de contenus peu pertinents ou peu sourcés, peu fiables. Donc il y a une vraie volonté de la part de Google de faire un gros tri là-dedans. Comme on l'a dit, c'est aussi très politique et lié à l'actualité. Là, avec la crise Covid, on a vu la même chose. Les sites qui véhiculaient des informations un peu inexactes sur l'existence même du virus, des gestes barrières, etc. Ces sites-là ont très rapidement perdu en visibilité au cours des dernières mises à jour. Donc, il y a vraiment un impact très, très fort. Là, plus récemment, on a eu la Product Review Update au mois d'avril, vous avez peut-être entendu parler, qui valorise encore une fois les sites à très forte valeur ajoutée et les sites, les pages vérifiées, sourcées, etc. Donc, c'est en constante évolution. Ça va être super intéressant de voir comment Google va faire en sorte de nous présenter les informations les plus fiables possibles à l'avenir. Alors, on a peut-être le temps pour quelques questions, du coup, Mickaël. Oui, je suis en train de regarder du coup la première question donc, de Ratana Shin qui nous demande « Montrez patte blanche, 2 points. Et si on n'est pas expert en santé, par exemple, ni médecin, ni kiné, est-ce qu'on peut tout de même gérer un site santé avec des rédacteurs qui ne sont pas de la profession santé ?» Alors oui, tu peux, je vais tutoyer, je crois que je connais Ratana. Tu peux effectivement gérer un site de santé, toi, mais le contenu que tu vas proposer, s'il n'est pas rédigé par des professionnels de santé, il faudrait idéalement vraiment qu'il soit révisé par des professionnels. Voilà. C'est-à-dire que tu peux avoir des rédacteurs non spécialisés, même si c'est pas forcément ce qu'on conseille, mais il faut absolument que son contenu soit révisé et qu'il ait l'approbation de quelqu'un vraiment dont c'est le métier. Et au maximum citer des sources, avoir quelque chose de complet, mais tu risques en fait de te retrouver face à des sites sur des requêtes qui eux vont avoir des kinés, vont avoir des médecins qui vont écrire les contenus et tu peux être un petit peu en désavantage. Donc vraiment le mieux c'est d'avoir au moins une révision médicale si tu veux être vraiment compliant avec ce que souhaite Google au niveau de l'EAT. Voilà, j'ajoute juste que tu en as parlé tout à l'heure, on a une donnée structurée qui existe pour ça, qui est la donnée structurée reviewed by, pour indiquer qu'un article a été révisé par un expert ou un tel. Donc c'est différent de l'auteur, c'est la personne qui a validé. On a Carole qui nous demande si, quand on cite les sources, est-ce qu'il n'y a pas un risque de dilution du jus? Alors effectivement, là, il y a un arbitrage à faire. Cela dit, moi, c'est des notions qui sont quand même un peu datées. Elles ont toujours un impact, mais la dilution du jus, etc., pour moi, le gain, surtout pour des thématiques EAT, santé, des thématiques sensibles, etc., le bénéfice va être supérieur à ce que vous allez perdre en termes de dilution du jus. Alors évidemment, citez vos sources, n'en mettez pas 50 peut-être limité à au moins 5 ou 10 en ce qui concerne les bibliographies, mais le bénéfice sera supérieur à ce que vous perdez en termes de perte de jus. Ouais. Je vais prendre la question suivante de Siam Idam. Peut-on se satisfaire des avis Google My Business ou il faut les coupler avec un site tiers comme Trustpilot? C'est intéressant. Donc déjà d'avoir des avis Google My Business, c'est déjà une super, c'est déjà très bien de les avoir. Après, c'est bien aussi de pouvoir en parler sur votre site. Si vous n'avez que ça comme avis, c'est bien aussi de le mettre sur votre site et dire que vous avez des avis Google My Business. Mais idéalement, oui, il faudrait les coupler avec un site tiers comme Trustpilot ou les sites comme on a parlé Charlet. Ce sera toujours mieux. Plus on a de signaux positifs, mieux ce sera. Donc là, c'est un bon début.
Mais idéalement, il faudrait un site indépendant avec des avis indépendants vraiment qui puissent voilà, signifier que ces avis sont réels, et ça apportera un petit peu plus de poids. Authentique, ouais. On a ensuite une question qui demande, oui, est-ce qu'il faut privilégier, ouais, ça c'est souvent posé, hein, un seul long contenu expert ou plusieurs petits contenus experts? Alors, Mickaël, tu as déjà commencé à y répondre. Vaut mieux un long contenu, enfin, en tout cas, vaut mieux peu de contenu très, très exhaustif et avec une très, très forte valeur ajoutée, plutôt qu'une série de petits contenus, parce qu'on a le risque d'avoir du thin content et parce que ces contenus ne vont pas forcément tirer leur épingle du jeu sur la toile par rapport à d'autres contenus plus experts. Donc, autant concentrer les efforts sur des contenus exhaustifs et à très forte valeur ajoutée. Peut-être une dernière question, du coup. Ouais. Et pour toutes les autres questions, je rappelle, vous pouvez nous les envoyer à notre équipe par mail et on essaiera de répondre en ligne à un maximum de questions. Dernière question, du coup, on les a pris dans l'ordre, hein, de vote. La dernière question, du coup, c'est Anne-Sophie Liet qui nous demande comment faire pour faire contrôler et supprimer un lien provenant d'un site pertinent. Donc, pour les contrôler, donc il y a beaucoup d'outils qui permettent de contrôler vos liens entrants. Google Search Console propose aussi un outil où vous pouvez voir tous les liens entrants depuis des sites externes de votre site. Donc, vous pouvez soit les contrôler de manière gratuite avec Google Search Console, ou soit avec des outils payants comme Ahref, Majestic, etc. Et pour les supprimer, s'ils sont non pertinents, vous pouvez tout simplement demander au site de les supprimer. Ce serait la manière la plus directe. Après, on va pas aller en détail sur le fichier de désaveu qui est un peu moins, qui est un sujet plus complexe. Oui, ça rejoint aussi un mythe SEO. Enfin, c'est pas un mythe en fait, c'est une ancienne réalité, mais c'est plus le cas actuellement. Le fait d'être pénalisé pour des liens entrants qui soient mauvais. Donc ça, c'est vrai que ça a été le cas. Mais depuis quelques années, ce n'est plus le cas. Google a officiellement communiqué là-dessus et a dit que tout simplement, si un lien n'est pas pertinent, il ne le prend plus en compte. Donc, ça ne va pas vous pénaliser. Parce que ça aurait été trop facile, et c'était trop facile dans le passé, de faire pénaliser le site de mon concurrent en lui envoyant des milliers de liens indonésiens, par exemple. Donc, et je crois qu'on va devoir s'arrêter là pour les questions, du coup, malheureusement, Ouais. mais on essaiera de répondre un maximum, du coup, par mail. Je vous rappelle juste qu'il y a la conférence table ronde Tenir bon et préparer l'après avec nos 3 intervenants de qualité qui commence à 11h30. Ça vous laisse juste le temps d'aller checker sur la page SEMJ pour commencer votre offre gratuite si jamais ça vous intéresse. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne journée de webinaire et je vous dis à très bientôt. Merci à tous, à bientôt. Merci à tous. Au revoir.